Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. 17h02, soyez les bienvenus en direct dans Les Vraies Voix. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonsoir Stéphanie Demuru, comment allez-vous ? Très très bien, vous avez amené vos troupes avec vous aujourd'hui dans le studio. C'est pas mes troupes, je ne suis pas Napoléon Bonaparte, mais on a 3 spectateurs, Albert, Maud et Justin, et on leur souhaite la bienvenue. C'est 3 admirateurs Non, on n'ira pas jusque-là. Non, mais je parlais des vôtres. Il n'y a que vous qui ayez des admirateurs et surtout des admiratrices. Si ça pouvait être vrai. Ça l'est, à commencer par Françoise Degois qui vous regarde. Je le regarde avec les yeux de l'amour. Excusez-moi, mais dire que Françoise Degois admire Philippe Bilger, ça pourrait se résumer à la bourvache. Mais on ne pensait pas à ça. Mais si, mais laissez-moi tranquille. Vous ne savez pas quelles sont les relations entre Bilger et moi. Voilà. C'est tout. C'est vous êtes Thierry Roland, ça ne vous regarde pas. Vous saviez que Bilger était un crypto-communiste en fait? Oui. Un crypto-communiste. Crypto-communiste. Mais vraiment très crypto. Oui. Très crypto. Mais en tout cas, je suis plus authentiquement communiste que gauchiste. Que crypto. Très clair. Allez, Que crypto Oui, un petit côté socialiste. stalinien finalement. Oui. C'est plus cette dimension-là, quoi. Bon, les débats sont Vous me flattez, là. commencés. Elle est au sommaire de cette émission, messieurs, Ça vous dames. ennuie, je sais pas pourquoi. Marine Le Pen qui maintient le cap. Elle l'emporterait contre tous les poids lourds de la majorité actuelle au second tour de l'élection présidentielle si cette dernière avait lieu dimanche. C'est le principal enseignement du sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Au premier tour, la candidate devancerait donc tous les autres candidats d'une dizaine de points, autour de 35%. Sondage aussi marqué par la montée de Jordan Bardella et de Gabriel Attal. Alors parlons vrai. Gabriel Attal et Édouard Philippe peuvent-ils refaire leur retard qui est de 3 points et de 1 point, ce qui est franchement pas grand-chose. Marine Le Pen à l'Élysée, est-ce qu'aujourd'hui c'est crédible pour vous? Est-ce que les européennes, selon le score de Jordan Bardella, peuvent servir de tremplin à Marine Le Pen pour 2027? Et à cette question, Marine Le Pen gagnante de la présidentielle, le plafond de verre du RN est-il tombé? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826
17h20, Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour sur les vraies voix, en direct, dans la joie et la bonne humeur. Et tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Alors, monsieur le procureur, vous voulez requérir sur le fait de devoir économiser son indignation. Oui, Félix nous donnera ses 3 mots après. Avec plaisir. Voilà. Et au fond, assez souvent, j'entends des gens solliciter de ma part une indignation face aux multiples événements qui pourraient la justifier: crime, délit, indélicatesse, grossièreté, vulgarité, atteinte aux biens, atteinte aux personnes, et à chaque fois j'ai un mouvement de retrait qui ne vient pas, je l'espère, d'une absence de sensibilité humaine et sociale, mais tout simplement du fait que je suis persuadé que le lendemain, le pire aura inventé quelque chose de pire. Et en effet, j'ai entendu parler il y a 2 ou 3 jours d'un acte atroce. C'est une personne âgée atteinte d'Alzheimer qui a été violée par l'aide malade qui était censée l'assister. Et donc, je suis persuadé que face à cette horreur, tout le monde s'accorde pour la dénoncer et trouver que c'est une expression paroxystique de notre modernité dévoyée. Mais j'arrêterai là parce que demain, je suis persuadé que nous pourrons trouver pire. François Seguin. Oui, enfin, l'expression paroxystique, moi j'adore Dostoïevski, Crime et Châtiment, ça commence par l'assassinat de la logeuse, donc qui est une vieille loge. Je veux dire, c'est vieux comme humanité, ce genre de crime. Vous dites, demain ça sera pire. L'humanité est capable de produire ce pire-là. Moi je suis indigné qu'on s'indigne que pour des faits divers. J'aimerais bien qu'on s'indigne. Stéphanie m'a donné le sondage. Est-ce que les Français sont d'accord avec la politique britannique d'envoyer les migrants clandestins au Rwanda à 67%? Ça m'indigne. Comment est-ce possible qu'on ne comprenne même pas qu'on est dans une déshumanisation, une chosification et en plus un trafic d'argent entre un pays dont le dirigeant est aussi démocrate que je suis archevêque, si vous voulez, et des gens qui essaient de fuir la misère. Donc j'entends votre trop peu d'indignation, je la comprends, mais moi je suis indigné qu'on ne s'indigne pas assez sur des choses qui ne nous concerne peut-être pas au premier chef, mais nous sommes êtres humains. Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce qui a changé aussi depuis quelques années tout de même, c'est qu'il y a une segmentation des médias et des paroles et des prises de parole. Chacun aujourd'hui peut s'exprimer, ce qui est à mon avis une bonne chose, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur des chaînes YouTube, etc., qui concurrencent évidemment les médias traditionnels dans la réalité. Vous avez des chaînes YouTube avec des millions d'abonnés, comme on sait. Et donc, en réalité, chacun aussi est dans une forme de niche. Parfois, on suit évidemment des gens qu'on aime ou dans lesquels on se reconnaît, avec des logiques de communauté, de croyances, qui d'ailleurs est tout à fait respectable. Moi-même, ça m'arrive de le faire. Mais évidemment, je m'informe également ailleurs. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une augmentation non plus de la dénonciation, de la parole qui s'indigne, mais en revanche, il y a une segmentation, on pourrait dire. Polarisation. Et une fragmentation, voilà, exactement. Et donc, les gens, effectivement, vont se regrouper derrière des figures, derrière des causes en particulier. Je pense que c'est plutôt bien parce que, du coup, comme ça, on est plus fort et on peut faire avancer un certain nombre de sujets, de débats, après, dans l'espace public, au sens plus large du terme. Et tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont simulacre, Europe et procédure. Kenji Girac dit avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa compagne qui menaçait de partir. Précision cet après-midi du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Notre Europe peut mourir, lance Emmanuel Macron à la Sorbonne. Il en appelle à un sursaut des 27 sur la défense, l'investissement dans les secteurs d'avenir ou encore la politique commerciale. Et puis la condamnation d'Harvey Weinstein annulée par une cour d'appel de New York pour vice de procédure. L'ancien producteur star sera rejugé pour viol et agression sexuelle. Il reste, cela dit, condamné dans une autre affaire à Los Angeles. Les vraies voix Sud Radio. Kenji Girac confronté aux expertises balistiques après sa grave blessure par arme à feu dans un camp de gens du voyage. Un accident, un tir intempestif s'avère impossible selon les expertises. Le chanteur indique donc avoir voulu simuler un suicide, relate Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir
l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a à son tour voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Kenji Girac qui dit assumer son geste tout en le regrettant fortement, relate aussi le procureur de Mont-de-Marsan lors de cette conférence de presse. Au moment des faits, il était très alcoolisé et avait encore quelques traces de cocaïne dans le sang. Quelle histoire. On passe au rolling IFOP, fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec les listes de gauche qui remontent un peu. Oui, la liste PS et Place Publique atteint désormais 13% des intentions de vote pour ces élections européennes. Elle augmente d'un demi-point comme les écologistes à 8% et la France Insoumise à 7,5%. Les deux premiers, le RN et Renaissance, restent comme hier à respectivement 31 et 17,5%. Deuxième mot Europe, Emmanuel Macron de retour à la Sorbonne 7 ans après son premier discours sur l'Europe au même endroit. Vive l'Europe, vive la République et vive la France. 7 ans mais aussi une crise sanitaire et une guerre en Ukraine plus tard. Le chef de l'État a donc de nouveau convoqué le tragique de l'histoire. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Emmanuel Macron en appelle aussi à monter en puissance sur une défense européenne. Il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Regardez la facilité européenne de paix que nous avons bâtie pour les débuts de la guerre. Les 3/4 ont été utilisés pour acheter du matériel non européen. Alors il y avait un critère d'urgence. On ne savait pas tout produire en européen, mais il y avait aussi des réflexes solidement établis. C'est toujours mieux d'acheter, souvent américain, parfois coréen. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme, si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne? Alors au-delà de la défense, le chef de l'État en a aussi appelé à doubler la capacité financière de l'Europe sur des investissements communs dans l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'espace, les biotechnologies ou encore les nouvelles énergies. Enfin, il prône une révision des règles commerciales de l'Union face à la Chine et aux États-Unis qui, selon lui, ne respectent plus les règles en subventionnant certains secteurs d'exportation. Et on en débattra évidemment tout à l'heure. Et mon cher Félix, troisième mot, procédure. Une cour d'appel de New York vient d'annuler la condamnation d'Harvey Weinstein. Oui, la condamnation pour viol et agression sexuelle de 2020, elle a été annulée par 4 voix contre 3. Les jurés estiment que des erreurs de procédure ont été commises durant le procès qui avait suivi ce mouvement MeToo. Dans leur viseur, notamment des témoignages durant l'audience sur des faits autres que ceux commis contre les plaignantes. Alors l'ancien producteur star sera rejugé. Pour autant, il reste condamné par ailleurs à de la prison à Los Angeles pour une autre affaire de viol. Merci Félix. Qu'en pense notre procureur ? Sur le deuxième sujet, je garde les quelques réflexions que j'ai pour tout à l'heure et je constate que la justice américaine, mon Dieu, est très sensible à certaines formes et je m'en félicite. Oui, le vice de procédure, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Car je pense notamment à O.J. Simpson. En réalité, c'est comme ça que ça s'est terminé pour lui, avant que ça se termine définitivement. Moi, ça me gêne un petit peu qu'on puisse, comment dirais-je, s'en sortir sur un vice de procédure. Mais la justice est la justice, donc je l'accepte. Oui, sur le fond de l'affaire, je pense que ça change pas grand-chose. J'imagine que les juges n'ont pas forcément le choix. Enfin, je me rends pas compte, je suis pas du tout dans leur position, que de prendre en compte les arguments des avocats qui doivent être, j'imagine, grassement payés pour trouver toutes les failles du dossier, etc. Mais encore une fois, sur le fond, ça ne change rien au comportement, évidemment, d'Harvey Weinstein, à tout le mouvement qui a suivi et qui ne va jamais s'arrêter. On verra comment il s'en sortira, justement. Parfois, il y a des transactions aux États-Unis. Oui. Il vaut mieux avoir un peu d'argent, d'ailleurs. C'est clair. Bon, allez, dans quelques instants, le débat. Marine Le Pen, gagnante de la présidentielle. Le plafond de verre du RN est-il tombé ? On y répondra avec ce sondage, notamment IFOP fiducial. Marine Le Pen maintient le cap avec 35% des intentions de vote au second tour. Alors, parlons vrai. Non, 53% au second tour. Ou 51%. Parlons vrai. Marine Le Pen à l'Élysée, est-ce que c'est plus crédible que jamais ? Avec 53 et 51,
Gabriel Attal et Édouard Philippe n'ont-ils pas dit leur dernier mot? Comme on dit en terre de rugby, est-ce que les juments n'ont pas encore tourné le dos au foin? Est-ce qu'à votre... Oui, c'est l'expression de rugby. Et la jument de Michaud a passé son chemin, et la jument de Michaud, oui. Marine Le Pen, gagnante de la présidentielle, le plafond de verre du RN est-il tombé? Vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on en parlera avec Frédéric Dabi, un directeur général de l'IFOP, qui a réalisé ce sondage. Frédéric Dabi, à la lumière de ce sondage, la gauche va-t-elle connaître un 4e 21 avril? Alors on peut pas être complètement sûr. Bonsoir d'abord à tous et toutes. Bonsoir. C'est effectivement ce qui me frappe, c'est la faiblesse du total gauche, entre 24 et 27%. C'est des niveaux encore plus faibles que les présidentielles de 2017 et 2022. Un Jean-Luc Mélenchon qui reste incontournable, et pour reprendre une expression célèbre de Françoise de Goa, c'est l'homme le plus riche du cimetière, c'est-à-dire il a un bon score de premier tour, mais il bloque le jeu et il est en très grande difficulté pour élargir ce socle. Mais effectivement, la crise de la gauche est une crise jamais vue, longue et qui semble pérenne. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour dans les vraies voix avec un tout petit peu de retard. Tout de suite, notre grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 2027, ce sera Bardella Attal? Oula, mais cher monsieur, ce sera Marine Le Pen. Je pense qu'elle a ses chances pour la... J'allais vous demander, est-ce que c'est possible désormais? Oui, je pense que c'est possible. Après 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que vous puissiez modifier ce qui apparaît être une marque de fabrique du macronisme. Bien évidemment que si elle soit par exemple un candidat d'extrême gauche, je voudrais sans aucun problème Marine Le Pen. C'est évidemment le Rassemblement national qui a le programme le plus adéquat. C'est sûrement la raison pour laquelle nous sommes quand même plébiscités évidemment dans les sondages. Et oui, en tout cas, en attendant, Marine Le Pen, elle maintient le cap. La patronne du RN l'emporterait contre tous les poids lourds de la majorité actuelle au second tour de l'élection présidentielle. C'est le principal enseignement du sondage IFOP Fidocial pour Sud Radio et Le Figaro. Oui, on vous pose cette question. Marine Le Pen, gagnante de la présidentielle, le plafond de verre du RN est-il tombé? Vous êtes 77% à dire oui. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Oui, Marine Le Pen, donc gagnante de la présidentielle, le plafond de verre RN est-il tombé? On est avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui est avec nous en studio. Frédéric Dabi, c'est vous qui avez donc réalisé ce sondage. Bon, pas vraiment de grande surprise. Oui, alors... pas vraiment de grande surprise, c'est vrai qu'il confirme toutes les enquêtes précédentes, l'enquête pour Verres Actuelles, l'enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio et le Finimac d'il y a un an. Moi, je vais être un peu en contre-pied par rapport à vous. Je ne m'intéresse pas au second tour. Le second tour, c'est d'une fragilité absolue. Quand on interroge les gens sur un second tour, ils connaissent pas les résultats du premier tour. Vous ne mesurez pas une éventuelle dynamique. Moi, ce qui me frappe, c'est son socle. Entre 33 et 36%, on a réalisé 9 hypothèses de premier tour. On a testé François Ruffin, on a testé François Hollande, on a essayé de voir Xavier Bertrand, les 4 prétendants du bloc central macronien. Et ce qui me frappe, c'est que des scores pareils, entre 33 et 36%, ça s'est jamais vu depuis François Mitterrand en 88. Président sortant, archi favori. Si on remonte encore plus loin, Alain Pétran... Non, il ne fait que 31, ce qui est déjà un score extraordinaire. Et moi, ce qui me frappe, et là, je réponds à votre question, le plafond de verre n'existe plus dans le sens où il n'y a plus de terra incognita, de terres inconnues, de catégories hermétiques pour Marine Le Pen, quand elle fait 22 chez les retraités, 20 chez les 4 sup, et ça confirme notre rolling, il va fiducial, que vous citez gentiment tous les jours. On voit que Bardella fait des scores quasiment, il est en tête chez les 4 supérieurs. Et c'est vrai que le Jean-Marisme est mort. Le Jean-Marisme, c'est la structure frontiste du Front National de Jean-Marie Le Pen, où il était très fort chez les hommes, chez les jeunes, chez les ouvriers, chez les sans diplôme, et très faible par ailleurs, notamment chez les femmes, notamment chez les salariés. Là, il n'y a plus de terres inconnues. C'est dans ce cadre-là que je pense que ce terme de plafond vert, en tout cas, tout lui est possible. Mais déjà, ce plafond vert, il avait sauté. On répétait tous un peu bêtement en 2021-2022, jamais le RN aura beaucoup de députés compte tenu du scrutin majoritaire. Ils n'ont gagné qu'une fois en duel en 30 ans. 88 députés. Ça, c'est pas du sondage. C'est du réel. C'est de l'électoral. Philippe Bilger.
Alors, comment dire, évidemment, ces résultats sont très intéressants. Est-ce qu'ils sont très éclairants? Je n'en sais rien. On est encore loin de l'échéance suprême, 2027. Ensuite, il me semble que les gens qui répondent, même le plus honnêtement du monde, à ce type de questionnement, si loin de l'échéance finale, s'abandonne à une sorte de défoulement. Et je suis persuadé que, au fond, il y a dans ce tableau d'aujourd'hui quelque chose qui ne renverra pas forcément à celui de demain. Je continue à penser que malgré le socle très important de Marine Le Pen, en 2027, nous aurons probablement, et je suis prêt à en tirer les conséquences sur le plan du pari, quelque chose qui représentera une nouveau la certitude que Marine Le Pen est excellente entre les joutes suprêmes, mais que le jour J, elle n'est plus conforme au rendez-vous qu'elle espérait. Et j'ajoute que, bien sûr, en 2027, nous aurons les candidats classiques et qui viendront la battre en brèche. Alors, je veux faire un tout petit point de méthodologie pour mon ami Philippe. Ce sondage, mon cher Philippe, ne nous informe en rien sur 2027. Il n'est pas prédictif. Il nous informe plutôt, c'est le reflet de la période actuelle. Donc attention, mais vous le savez, à ne pas projeter et puis les exemples du passé sont absolument nombreux, d'un Raymond Barre favori, un Dominique Strauss-Kahn, un Juppé, même s'il y a eu des présidentielles où 2 ans avant tout était quasiment figé. Mais en tout cas, ça nous renseigne sur l'état des forces actuelles plus que sur une projection sur 2027. Françoise Devoix. Alors moi, l'enseignement le plus intéressant dans ce sondage, mon cher Frédéric, moi je regarde toujours les sondages de l'IFOP parce que avec les années et l'expérience, je pense que c'est le seul institut dont on peut regarder les yeux fermés par rapport à la qualité des panels. Permettez-moi de faire une remarque. Lors de la dernière présidentielle, jusqu'à la veille du premier tour, c'était précis à 1% près pour pratiquement tous les candidats. Je confirme. C'est pour ça que c'est très important d'avoir Frédéric Dabi et de confronter avec lui l'homme le plus riche du cimetière. Ça, c'est bien. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est le score de Bardella. C'est-à-dire que c'est l'enseignement le plus important pour moi, c'est que Jordan Bardella, qui n'a jamais fait le début du commencement d'un pas hors de l'ombre de Marine Le Pen, dans 2 cas de figure, face à Gabriel Attal ou Édouard Philippe, il est à 28 ou 29%. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie? Il a 27 ans. Jordan Bardella, il allait chercher les jeunes et les cadres supérieurs. Lui, 33 et 30. 33 et 30. Ça veut dire que, en plus de ça, il élargit complètement parce que c'est pas Marine Le Pen qui élargit. Il va chercher les jeunes, les professions intermédiaires. En réalité, il est en train d'incarner une forme de renouveau. On ne sait pas qu'est-ce qu'on met là-dedans, sociologiquement, mais un renouveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la gauche. Écoutez, moi, François Mitterrand disait toujours, la gauche ne peut pas gagner tant qu'elle ne reconquiert pas les classes populaires. Et l'adage de Mitterrand, qui gagne en 81 grâce à ça, il est 40 ans ou 50 ans plus tard, toujours valable. Voilà. On a un Mélenchon très fort, qui ne lâchera absolument rien. On a une gauche qui veut émerger, mais on n'a pas le leader qui va avec, parce qu'on gagnera pas avec Mélenchon, il va pas nous refaire 3 fois le coup du vote utile. Donc c'est à la gauche de travailler, parce que là, c'est assez désastreux. Frédéric Dabi et Tom Conan. Et après, on part au 0826 300 300. Je partage complètement ce qu'a dit Françoise. Nous, dans le microcosme, on est tous à dire oui, peut-être que Bardella, s'il fait un bon score aux européennes, il peut être un candidat de remplacement. Les Français ne se posent pas la question. Et c'est vrai que tester pour la première fois Jordan Bardella et avoir des scores de 30 à 33%, c'est-à-dire des scores qui lui garantiraient, à Dieu ne plaise, d'être au second tour automatiquement. On est toujours au second tour. Ça serait une énorme surprise. Je ne sais pas comment ça peut se passer. On peut même être au second tour à 16,86%. La preuve par demi-deux. Non mais voilà, tout ça pour dire que ça montre à quel point, au-delà des bisbilles éventuels, Marine Le Pen a un atout qu'elle n'avait jamais eu, c'est d'avoir un numéro 2 ou un numéro 1 bis qui la protège, qui lui permet de prendre de la hauteur, de sculpter sa stature présidentielle, de descendre dans l'arène quand elle n'est pas là. Et c'est vrai que
il y aura peut-être un jour des tensions entre eux. Personne ne peut le dire. Et ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas une question que les Français se posent. Mais en tout cas, ces scores sont effectivement très impressionnants. Il a 7 points d'avance sur Édouard Philippe et 8 sur le Premier ministre. Effectivement, c'est impressionnant, mais c'est aussi un peu sidérant quand même. Hein. C'est quand même un parti d'extrême droite, mais il faut quand même le rappeler. Donc c'est quand même assez sidérant. Ils ont quand même changé effectivement la vitrine. La vitrine est en train d'être modifiée en profondeur. En effet, ils ont mis un gars assez jeune qui ne porte pas le nom Le Pen. Hein. Ça n'a pas échappé évidemment à ceux qui suivent un peu cette affaire-là. Donc je pense que c'est une question de branding aussi, de marketing. On fait un peu oublier le produit un peu périmé, qui était un peu sulfureux, c'est le moins qu'on puisse dire, pour présenter quelqu'un effectivement qui ressemble à quelqu'un de sympathique a priori. Voilà. C'est un produit marketing pour vous. Je dirais la politique, c'est de la communication. Donc, je veux dire, tout le monde en soi fait du marketing, mais là effectivement, je pense qu'il y a quand même un gros ravalement de la façade qui est en cours et qui a l'air de fonctionner. C'est ça qui est sidérant. Le deuxième point aussi, je pense qu'il y a tout simplement l'écoulement du temps, parce qu'en effet, les frasques de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui remontent à il y a quand même pas mal de temps. Donc pas mal de gens ont effectivement sans doute oublié d'où vient ce parti. Et une partie notaire de l'électorat n'était pas née. Voilà, ou alors était vraiment au berceau. Donc, mais le vrai problème, c'est qu'il y a quand même une filiation. Alors pas une filiation directe, hein, évidemment, puisque Bardella n'est pas non plus issu du clan Le Pen directement, mais tout de même. Et donc il y a quand même un travail un peu didactique, je pense quand même à faire pour mettre un peu en perspective cela. Il s'agit pas d'infantiliser les gens du tout, mais tout de même de rappeler encore une fois le contexte et le programme concret. Voilà. Frédéric David. C'est bien que non mais Philippe, c'est intéressant. Excuse-moi, Philippe David. Vous levez les yeux au ciel. Philippe Bilger, chaque fois que nous rappelons... J'ai entendu d'extrême droite. Mais voilà, chaque fois que nous rappelons d'extrême droite, mais bien sûr. C'est faux. Ça n'a plus aucun sens. Mais ça a un sens profond quand vous avez comme colonne vertébrale encore la préférence nationale. Vous êtes d'extrême droite. Arrêtez avec l'argument sur... La préférence nationale dans le micro. Écoutez, excusez-moi de vous le dire. Il n'est pas éthique. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est véritablement que je me battrai jusqu'au bout pour continuer à dire et à rappeler que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Que ça vous plaise ou pas, c'est l'extrême. Mais non, et ça n'est pas faux. Les grands spécialistes vous disent que non. Ça dépend. Mais ça dépend de quel grand spécialiste. Même Camus, il est partagé. Jean-Yves Camus est partagé sur cette question. Rappelez-vous, il a dit le contraire. Il a dit oui et non. Il a dit les deux. Il a dit non. On va poursuivre ce débat, mais on va aller poser la question peut-être à Pierre Moliette qui veut réagir. Pierre, notre auditeur. Écoutez, moi, je me demande qui c'est qu'on va opposer à Marine Le Pen en 2027. Ah oui. Quel est le candidat qui va sortir de tout ce pot qu'on n'arrive pas à cerner un peu, et qui c'est qui est capable de la contrer, justement. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui sorte du lot en ce moment. Alors, voilà. Pierre, restez avec nous. Baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio. Édouard Philippe, superstar, on va dire ça comme ça, premier depuis 2 ans. 2 ans, oui. C'est ça, de mémoire. Un des rares. Vous êtes bien meilleur que moi en termes de mémoire sur les sondages. Vous pourriez sortir le sondage pour Giscard Mitterrand en 74. Est-ce que le fait qu'elle batte Édouard Philippe, ça veut pas dire quelque chose quand même, Frédéric Dabi, pour répondre à Pierre de Moliette Sema qui reste avec nous? J'entends bien ce que dit Pierre. C'est vrai qu'il n'y a pas de candidat naturel. On ne voit pas celui qui va relever le gant face à Marine Le Pen. En 2017, 3 ans avant, Emmanuel Macron n'existait pas. Donc il y a aussi, et j'entends ce que dit François sur la rupture en termes générationnels, ce n'est pas impossible. Maintenant, Édouard Philippe limite les dégâts. Avec 26% d'intention de vote au premier tour, il montre que la popularité ne fait pas un vainqueur automatique, mais son socle est fort. Le problème pour lui, c'est une forme de distance, c'est-à-dire, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans qu'il est en dehors du pouvoir, il est dedans, dehors, c'est un Pompidou 68, si je puis dire. Mais Pompidou 68, ça a duré qu'1 an. Lui, il doit gérer sur la durée, se faire rappeler au souvenir des Français, créer de la distinction par rapport à Emmanuel Macron, parce qu'on gagne en étant en distinction par rapport à son prédécesseur, ou par rapport au président sortant, tout en montrant sa fidélité. Le chemin est compliqué, mais
il reste le mieux placé. C'est pour ça que je commande pas ce second tour où il est battu 51-49. Pardon, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas grand-chose. Non, mais sur le premier, il assure, c'est celui qui est le plus solide. 26%, c'est un stock personnel qui garantit un accès au second tour. Et puis en plus de ça, il aurait pas de mal à ramasser les voix de la gauche, beaucoup plus d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, parce que aller 2 fois mettre son bulletin sur Macron, la première fois c'est dur, la deuxième c'est une torture. Et Édouard Philippe, non mais c'est vrai, excusez-moi, je parle en connaissance de cause. Et donc je veux dire par là que Édouard Philippe serait peut-être probablement un peu moins repoussoir pour la gauche que Gabriel Attal, qui n'est que le prolongement dans l'esprit des gens. Sans vouloir sous-estimer l'élan que vous avez très bien décrit en ce qui concerne Jordan Bardella, est-ce que le fait que depuis le début, avec beaucoup d'habileté, Marine Le Pen l'embarque en permanence avec lui, parle même de son futur Premier ministre comme étant Jordan Bardella, n'est pas un élément décisif dans le score qu'il fait aujourd'hui? C'est vrai que vous avez raison, c'est vrai qu'elle embarque, c'est vrai que c'est très rare qu'une candidate ou un candidat dise 3 ans avant, et même dans une campagne, on ne dit pas, hein, c'est un non-dit, qui sera son Premier ministre, on peut le deviner entre les 2 tours, mais c'est vrai que c'est une autre manière de montrer la place centrale qu'il joue au Rassemblement national, et ça peut peut-être le légitimer. Juste un mot pour dire que c'est une ruse aussi, parce que lui dire tu es mon Premier ministre, c'est éviter. Il faut arrêter de penser qu'on est naïf. Évidemment que Jordan Bardella, s'il sort à 31 ou 32 ou 33% de ces européennes, c'est la logique politique est implacable, et il y aura une logique. Mais il y aura une logique de remplacement. On tuera la mère cette fois-ci au lieu de tuer le père. Ça, c'est dans le totem et tabou. Arrêtez d'être naïf comme ça. Et donc le ficeler, voilà mon excellent Premier ministre, c'est déjà essayer un peu de le castrer, si vous voulez, pour d'éventuelles ambitions. Frédéric Dabi, une question, on en a parlé au téléphone avant l'émission, et je donne la parole à Tom Collan. Est-ce que quelque part, ce sondage n'est pas finalement un caillou dans le pied de Jordan Bardella, puisqu'il montre que Marine Le Pen peut gagner dans tous les cas de figure, et que ça hypothèse une hypothétique candidature Bardella? Alors, on fait de la prospection à 3 ans. On fait de la vraie prospection, alors... Si tu veux faire 20 ans pour voir la gauche revenir, ça me fait. Bon, là, il faudrait plutôt voir à 40 ans minimum, à mon avis. Mais ça, c'est que mon point de vue. Pardon pour Sud Radio et le Figma, tout le monde ne va pas ça va pas être ce sondage qui est en continuité avec les présents va pas être intégré comme un élément fondamental. Si dans les états-majors, plaisante pas, ça ébullitionne de tous côtés. Ça réagit beaucoup. Je l'ai vu personnellement, j'en dirais comme ça. Mais vous avez beaucoup de fil de personnes de tout horizon. Moi, je pense quand même que ça montre à quel point Marine Le Pen n'est plus isolée. Et il y a eu déjà l'étape des 88 députés qui a mis à distance l'image d'un RN qui s'est pas gêné. Faut pas oublier qu'il y a des élections municipales. Le RN a des ambitions à Toulon, dans l'Eure, dans le Loiret, en continuité avec les élections législatives. Et c'est vrai que tout ça, ça entretient cette idée qu'on trouve dans les enquêtes qualitatives où des Français nous disent de manière spontanée, c'est son tour, on ne l'a jamais essayé, pourquoi pas elle? Je voulais juste dire sur la gauche qu'il y aura probablement un sursaut, parce qu'il y a quand même un espace politique quand même assez considérable à conquérir aujourd'hui. C'est quand même, en termes même d'opportunités stratégiques, si j'ose dire, effectivement les figures émergentes ne sont pas encore parfaitement mises en place, mais je suis absolument certain qu'elles arriveront. Moi aussi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, le quiz de l'actu. Et puis Pierre Mollet, qui reste avec nous, évidemment. Frédéric Dabi, vous voulez rester avec nous. Le qui c'est qui l'a dit, vous qui aimez. Attendez, vous qui aimez. C'est la meilleure, s'il vous plaît. Et bien on se retrouve tout de suite pour le qui c'est qui. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour sur les vraies voix, en direct, folle ambiance. On continue à débattre sur ce plateau. Ça braille. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, mais c'est Frédéric Dabi. C'est sûr que c'est un agent d'influence. C'est sûr qu'il truque les sondages. Je blague. I am blaguing. C'est l'heure du qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Pierre de Moliette, Frédéric Dabi est resté avec nous. Il n'a pas encore fait qui c'est qui l'a dit. Mais comme il est comme vous, Pierre, un fan de rugby, c'est un peu une empoigne à la version des piliers des années 70, quoi. Jean-Pierre Garouet, Gérard Chollet, c'est pas franchement civilisé. Donc, Pierre répond, mais on salue Jean-Pierre, je t'embrasse. Non, mais d'accord, mais t'as vu le... Oui, mais c'est-à-dire que ça se rentre dans la couenne. Alors, Pierre répond le premier, s'il vous plaît, Françoise. Pierre répond le premier, et ensuite, c'est la foire d'empoigne, le ruck. C'est parti. Allez, 2 points, j'y vais. L'Europe est aujourd'hui en risque d'être soumise aux très grandes puissances. Pierre. Je dirais
Jordan de Bardella. Glucksmann à Strasbourg. Non plus. François, Jean-Luc Mélenchon. Manon Bry. Non. Attal. Pierre, c'est quelqu'un de pas loin de chez vous. Il est Bayrou. Bonne réponse de Pierre, François Bayrou. Moliette, c'est dans les Landes, Pau, c'est pas loin des Landes. Mais je suis pas loin, attention. Bien sûr. Un Béarnais. C'est pour ça que je voulais faire un clin d'œil à Philippe David, parce que je lui donne rendez-vous au stade du Hameau bientôt. Avec grand plaisir pour aller voir la section. Il est un peu favorisé. Merci Pierre, on ira au Hameau. Question à un point. Qui c'est qui l'a dit? C'est un lancement au sujet de Emmanuel Macron à la Sorbonne. C'est un lancement de campagne et notre adversaire dans cette campagne, c'est lui, Pierre. Bardella. Pierre. Non, je vois Jordan Bardella. Il l'a dit en premier, Frédéric Non, il a triché. Oui, c'est vrai. Moi j'attendais. Pierre n'avait pas la réponse. Mais alors, on c'est ça d'être poli, François. discuter. Allez, faites comme d'habitude. Les amis, c'est pas grave. Hurlez. S'il vous plaît. C'est un sondeur, c'est un tricheur, ça arrive. Question, attention, concentrez-vous, messieurs, dames, 3 points. Une nouvelle pandémie d'ingérence étrangère s'abat sur l'Europe. Pierre. Bruno Le Maire. Non. Emmanuel Macron. Non. Thierry Breton. Non, Pierre, vous qui êtes palois et landais, pensez aux ortolans. Mitterrand, les ortolans. Non, pas Mitterrand. Oui, mais après, il est mort. Lui aussi, il est mort, donc. Il est mort. Ortolan. Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, bonne réponse. J'ai pas entendu qui c'était. Nathalie Loiseau. Oui, les ortolans, c'est des oiseaux. Je suis d'accord. Tu sais que c'est interdit la chasse aux ortolans depuis des années. Oui, mais c'est pas de la chasse, c'est un oiseau. Non, mais je sais bien compris. J'étais au courant, merci. Ah bah oui. Allez, qui c'est qui l'a dit à 3 points sur le discours de Macron sur l'Europe? C'est un meeting pour Valérie Ayé. Clairement, en réalité, avec un peu d'honnêteté politique, cela devrait être décompté du temps de parole de Madame Ayé. Pierre. Ouais, ça c'est la gauche, ça. C'est un tête de liste aux européennes. Glucksmann. Non. Raphaël Glucksmann. Non. Manon Bry. Non. Bonne réponse, Léon Desfontaines. Il a été plus rapide. Mais il l'a dit avant vous. Mais il est doué, ce frère. Ça s'énerve. Je vais pas souvent. Allez, il y a moyen de se rattraper. Il y a une question à 3 points. Et je peux vous dire, là, je vois Frédéric Dabi, vous le faites sonder autour de Sud Radio, il trouve du pétrole et du gaz de schiste. Attends, il est bon, là. Attends, on est à 0, là. Il m'a bluffé 2 fois. Allez-y. Allez, question à 3 points. La démocratie est un sport de combat. Ah, c'est beau. Pierre. La démocratie est un sport de combat. Alors, c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le meilleur ami de McDonald's. Quoi? C'est pas le meilleur ami de McDonald's. Bonne réponse, José Bové. Il est d'une vivacité intellectuelle. Moi, je suis dans un état, la c'est moi qui gagne tout le temps. Qui c'est qui l'a dit? Pierre a 2 points. Nous sommes très inquiets parce que l'extrême droite est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses. Ce n'est pas un leader politique. Bah c'est Sophie Binet. Ah, bravo. Il a parlé avant, donc c'est Sophie Binet, c'est pour moi. Françoise Degois, pour pas que vous ayez l'humiliation d'un 0, je vous mets 2 points. La cuillère de bois. Vas-y, non, cuillère de bois, tu vas voir. J'ai fait une remontada tout à l'heure. Allez, la remontada, 3 points. Nous sommes sur une terre... Non, pardon. Nous sommes une terre d'immigration. Nous l'avons toujours été et continuerons à l'être. Pierre. Clémentine Autain. Non. Glucksmann. Attal. Manon Bry. Non. Glucksmann. Non. Rousseau. C'est un député. Bah c'est Olivier Faure, Boris Vallaud. Non. Qu'est-ce que c'est ces histoires? C'était un ancien frondeur. Ancien frondeur. Jérôme Hamon. Bonne réponse, Jérôme Gage. Jérôme Gage. Mais comment tu l'as vu ça? Je sais pas. C'était hier. 13 points pour Frédéric Dabi. Alors là, c'est un score de pétanque. Je suis écœuré. Bah écoutez, avec un score de pétanque, on peut dire que les vrais voix, on les boule. Hein, parce que là, une humiliation, mais alors... Absolument total. 0. J'accepte. Vous êtes Fanny, Philippe Bilger. J'accepte, il m'a eu 2 fois parce que c'est un tricheur, sondeur, tricheur. Mais quand même, j'accepte d'être battu par Frédéric Dabi. On embrasse Pierre de Moliette et bravo à la section paloise qui a toujours eu des grands joueurs. Je pense particulièrement à un certain Robert Paparamborde. Robert Paparamborde. Allez, restez avec nous. Et je voulais vous dire qu'il y a 60 ans, la section était championne de France. Donc attention cette année. Regardez avec nos bien. Sud-Africains. Allez, restez avec nous dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Philippe, Françoise et Tom. Et vous avez la parole avec Félix Mathieu qu'on va retrouver. Restez avec nous. Les
vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour sur les vraies voix. Comment allez-vous, Philippe? Ça va très bien, et vous? Bon, en pleine forme. En pleine forme, en cet après-midi. Et tout de suite, vous avez la parole. D'ailleurs, vous voulez nous raconter votre quotidien, une colère, une bonne nouvelle? N'hésitez pas, hein, notre cher Aude, 0800 26 300 300. Et on va parler dans un instant du Moulin Rouge. Il est connu dans le monde entier, sauf qu'il n'a plus d'ailes depuis la nuit dernière. Et oui, elles sont tombées sur le trottoir. On va prendre de ces nouvelles. De plus en plus de people, comme on dit en bon français, s'affichent sur les réseaux sociaux avec leurs enfants conçus par GPA, la gestation pour autrui, une pratique interdite en France mais qui est contournée allègrement et pour laquelle les pouvoirs publics ferment les yeux. Pourtant, qu'est-ce que la GPA? Une femme, de préférence d'un pays pauvre, loue son ventre pour porter un enfant moyennant monnaie sonnante et trébuchante. Monnaie d'ailleurs plus sonnante et trébuchante pour les cliniques qui les pratiquent que pour les femmes, mais comme le dirait un bon vieux proverbe anglo-saxon, business is business. Et j'ai franchement du mal à comprendre que les pouvoirs publics et la classe politique ne réagissent pas plus, car il s'agit ni plus ni moins que de la marchandisation du corps humain des pauvres au profit des riches. La preuve, combien d'Indiennes ou d'Ukrainiennes portent des enfants qui partiront vers les USA ou l'Europe, et combien d'Américaines ou de Françaises portent des enfants pour des miséreux Indiens ou pour des Ukrainiennes. En clair, ceux qui ont de l'argent achètent, c'est donc bien de la marchandisation d'êtres humains et de la marchandisation du corps des femmes. D'ailleurs, en France, on a voté une loi pénalisant les clients de prostituées au nom de la non-marchandisation du corps humain. Pourrait-on alors m'expliquer pourquoi il serait pénalement répréhensible de louer un vagin 15 minutes et totalement légal de louer un utérus 9 mois? Hier, le Parlement européen a voté de manière définitive la révision de la directive sur la lutte contre la traite des êtres humains. La gestation pour autrui y est désormais reconnue comme l'esclavage ou la prostitution forcée. Une bonne raison de ne pas se vanter d'avoir eu recours à son type de pratique. Philippe Bilger. Je suis pratiquement totalement d'accord avec vous et j'ai été très intéressé par la polémique qui rejoint votre humeur talentueuse lorsque Marion Maréchal a été critiquée pour avoir dit que la GPA était monstrueuse et honteuse. Et j'aurais des choses à dire peut-être plus profondes que celle-là, parce que il me semble que si je suis contre, par moment, j'ai l'impression que des parents peuvent être éduqués par leurs enfants. Je ne veux pas être trop long là-dessus. C'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le laisser croire. Bien sûr. C'est pour ça que je suis encore fatigué de c'est toujours pareil avec l'extrême droite et Marion Maréchal, c'est-à-dire donner des réponses simples à des questions compliquées. C'est pas la polémique, c'est la façon dont Marion Maréchal surréagit. C'est Jacques Mus, en l'occurrence le styliste, qui s'affiche avec ses enfants et qui dit voilà, avec son mari d'ailleurs, puisqu'ils sont mariés, et Marion Maréchal retweet en disant où est la mère? C'est pas comme ça qu'on aborde le débat public en France. C'est un vrai sujet, la GPA. Je rappelle que la GPA, à titre personnel, je suis plutôt défavorable à la GPA. La GPA, la voie de la GPA n'est pas ouverte en France. Ok? Donc c'est pas la peine, si vous voulez, de relancer quelque chose qui n'est pas ouvert. La peine de mort, par exemple. C'est ouvert. La preuve, c'est qu'on peut avoir recours. Non, c'est pas ouvert parce que dans la mesure où Jacques Mus fait ça, partage son bonheur, il le dit, voilà, c'est une erreur ou pas une erreur. En tout cas, quand tu es politique, tu n'as pas à ouvrir une polémique puisque la voie, elle n'est pas ouverte et elle n'est pas prête de s'ouvrir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, est-ce que vous imaginez un peu les effets? Là, c'est des jumeaux qu'il a. C'est pas parce que la voie n'est pas ouverte à la GPA que ces enfants, ils ont droit de vivre, voilà. Ils ont droit d'être éduqués, ils ont droit d'être heureux. Nous ne connaissons rien des circonstances dans lesquelles ces enfants ont été faits. Nous n'en savons rien. Jacques Mus n'a pas donné d'explication. Et je n'ai cité personne. Hein. Non, mais c'est pas vous. Je parle. Vous n'êtes pas Marion Maréchal. Non, mais Philippe, heureusement, vous n'êtes pas Marion Maréchal. Votre argument. La ressemblance n'est pas flagrante. Non, d'ailleurs. en plus, vous êtes plus blonde qu'elle. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas. Vous avez donné des arguments de journaliste. Je parle d'une femme politique qui est candidate et qui exige un jour présider ce pays. Eh bien, voilà,
Ça encore, ça la disqualifie totalement. Alors déjà, Jacques Mus effectivement n'est pas politique, hein. C'est pas quelqu'un qui est engagé dans le débat politique, c'est même pas même un intellectuel. Effectivement, c'est un designer, un commerçant, après au sens strict du terme, qui fait un travail intéressant par ailleurs. Mais à la rigueur, c'est même pas le sujet, donc je vois pas en quoi effectivement il devrait être amené sur ce terrain-là. Ensuite, pour aller dans le fond du sujet, parce qu'il y a quand même une vraie question derrière. Évidemment, ça m'a pas échappé. Moi, je suis personnellement favorable au droit, en tout cas dans certaines limites, de disposer librement de son corps, dans certaines limites évidemment, et il y a certaines limites en droit français. On a le droit de se prostituer. Alors justement, vous avez évoqué la prostitution. Oui. Vous avez évoqué la prostitution. Effectivement, les clients sont effectivement dans un certain cadre pénalisés, ce qui peut tout à fait se justifier. Néanmoins, la prostitution, je vous rappelle, elle est légale en France. Ah donc, elle est plus maintenant parce qu'elle est légale, mais il est illégal d'aller voir une prostituée. La prostitution est légale et elle est même protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais. Ça relève de la vie privée. Alors on reprendra ce débat manifestement. Oui. C'est un vrai sujet, franchement. Oui, absolument. Et tout de suite, Félix Mathieu, vous avez la parole. Faudrait faire un micro-trottoir. Allez, on va prendre des nouvelles du Moulin Rouge qui a perdu ses ailes la nuit dernière. Elles sont tombées justement sur le trottoir. C'est pas le micro-trottoir, c'est les ailes sur le trottoir. Le cabaret parisien devenu une véritable institution en 135 ans d'existence. D'où le choc ce matin. Moulin Rouge sans ailes. Elles se sont effondrées en pleine nuit à 1h45 pour une raison encore inconnue. Les pales du moulin ont même entraîné les lettres MOU dans leur chute. Donc en gros maintenant pour la carte postale c'est une simple tour rouge avec écrit Lin Rouge. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de la République et on le remercie évidemment d'avoir pris quelques minutes dans son agenda bien chargé pour parler du Moulin Rouge avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Bonsoir Alain Coquart. Bonsoir. Président de la République de Montmartre, une association au cœur de la vie et des événements sur la butte parisienne. Je suis à votre service. Il a bien joué au foot hier. Vous avez dû... C'est là que c'est vraiment Macron et là on a une attaque. Non, c'est Alain Coquart, président de la République de Montmartre. Vous avez dû avoir du mal à y croire ce matin. On pourrait presque croire avec cette image à une blague du 1er avril. Ça semblait une image du 1er avril, et les ailes du moulin, c'est une triste nouvelle, mais on peut quand même se réjouir qu'il n'y ait pas eu de blessés, parce que je vais vous dire, le même accident prévenu en journée aurait été catastrophique. Là, c'est de la tôle, ça va se remettre, et je pense assez rapidement. Ça a dû faire d'ailleurs un bruit d'enfer pour les voisins. Il y en a qui ont entendu. Ah je pense que les voisins ont beaucoup entendu. Et les ailes du moulin, c'est le symbole de Montmartre, qui a compté jusqu'à 13 moulins au 19e siècle. Ces ailes sont chantées dans le magnifique revue Féerie chaque soir. Les chœurs du moulin chantent leurs ailes. Ce soir, je pense qu'ils vont les chanter quand même. Mais j'ai une question, moi, Alain Coquart. Comment on explique cela? Ce matin, j'entendais l'hypothèse éventuellement d'un sabotage. Vous pensez que c'est réel? C'était l'accent allemand. Alain Coquart va porter de l'eau à votre moulin. Là, je n'ai aucune nouvelle là-dessus. Je sais que la famille Caricot en a fait le plus grand cabaret du monde, et que Jean-Victor, le jeune directeur général, qui est aussi ministre des cabarets de la République de Montmartre, il travaille beaucoup et qu'il travaille avec beaucoup de rigueur dans le Moulin Rouge. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas pris toutes les mesures, et ça c'est un peu stupéfiant d'aboutir à une situation comme celle-là avec des installations qui sont normalement sous haute surveillance. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il reste le Moulin de la Galette, si je me trompe pas, qui est un peu au-dessus, qui est un restaurant, et c'est aussi un endroit assez iconique à côté de l'avenue Junot. Donc est-ce que les gens vont peut-être se rassembler à cet endroit-là aujourd'hui ? Alors, le moulin de la Galette, c'est un des 13 moulins de Montmartre aussi, qui a été transféré ici. C'est un vrai moulin, le moulin de la Galette. C'est un moulin qui a été transféré, qui était avant dans le square, dans l'espace qui est maintenant la Cité internationale des arts, et il a été transféré intégralement. Puisque ces moulins de Montmartre servaient surtout au 19e siècle à faire du plâtre, et non pas, ils broyaient pas du grain, assez peu, puisqu'il n'y avait pas de grain à Montmartre. Ils broyaient du plâtre, notamment pour faire toutes les transformations voulues par Haussmann. Mais Alain Coquart, dernière question très courte. Vraiment, les touristes, j'écoutais les reportages ce matin, ils sont assez désespérés, parce que la photo, le selfie devant les ailes du moulin, ça c'est planétaire. Comment on fait là maintenant ?
Là, à mon avis, ça va être vite réparé. Je crois qu'ils vont mettre les moyens. En plus, nous sommes à la 135e année du Moulin Rouge. Donc, normalement, on fête cette année les 135 ans du Moulin Rouge. Je crois que ça va vite être réparé. Et que si vous passez devant maintenant, celui qui n'a pas l'habitude, on s'en rend pas vraiment compte, à part l'un rouge. Mais bon, je pense que le mot va vite revenir. Le mou. Ouais. Allez, restez avec nous. Merci Félix Mathieu. Merci Monsieur le Président. Vous nous avez fait peur, hein. Président de la République de Montmartre. Merci à vous et on revient dans quelques instants avec les vraies voix pour le tour de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Retour des vraies voix, Stéphanie Françoise Degois, on a repris. On est un petit peu indiscipliné quand même sur ce Non, studio. Certains sont indisciplinés. C'est toujours moi. Non mais c'est incroyable. Mais vous êtes vraiment méchant en fait. Qui aime bien châtie bien. Certains, c'est au pluriel. Ouais, non mais vous passez toujours entre les gouttes parce que vous êtes à fond de rien incarné. Vous trichez, vous piapiatez, vous parlez pas dans le micro, c'est jamais vous. Durant le jeu. Allez, chers amis, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table des coups. Pardon ? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Mon cher Philippe Bilger, vous parlez d'un rappeur iranien aujourd'hui. Un célèbre rappeur iranien qui s'appelle Toumaj Salehi, qui est emprisonné depuis octobre 2022, qui est accusé du chef le plus grave en Iran, corruption sur terre, qui a eu le courage depuis le début de défendre Amish Salehi, pardonnez-moi si je fais une erreur sur le nom de cette femme, Mahsa Amini, et qui... c'est la jeune femme qui avait été tuée par des gardiens de la Révolution en septembre. Parce que son voile était mal porté. Et qui donc est emprisonné et qui vient d'être condamné à mort par le tribunal d'Ispahan. Alors, d'abord, le courage inouï de cet homme qui va disparaître. Il est âgé de 33 ans. Et encore une fois, et je radote, j'en ai bien conscience, ça rend dérisoire nos polémiques françaises. Voilà un homme, un rappeur d'un courage inouï, évidemment que je n'aurais jamais eu si j'étais iranien, qui va mourir dans des conditions, je dirais presque de discrétion totale, même si un certain nombre d'artistes en Iran et ailleurs l'ont un peu défendu, mais je trouve que je suis presque trop sensible à ces drames singuliers, probablement plus qu'à de grandes catastrophes qui, pour le commun des Français, demeurent un peu d'une souffrance abstraite. Françoise Degois. Je suis d'accord, vous avez raison à chaque fois. Et c'est vrai que c'est à notre honneur, les vraies voix. Régulièrement, nous reparlons de l'Iran. On n'oublie pas, alors ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en réalité, les Iraniens, Internet, c'est leur seul moyen de communication. Donc, chaque fois qu'on envoie un message et qu'on parle d'eux, c'est très important. Moi, je redis que sous des apparences monolithique et très puissante, ce régime iranien est fragile en réalité. Il ne tient que par son dispositif sécuritaire. La population a ce courage-là, mais vous avez raison, mais le courage de dizaines de gens, combien de dizaines de gens, de jeunes filles et de jeunes hommes ont été pendus pour trahison, pour insulte au prophète, etc. Ils ne lâchent pas. Et merci Philippe d'en reparler parce que c'est très touchant. Effectivement, moi j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram hier. Effectivement, je crois que j'ai relayé en story. Et en effet, je pense que le coup Internet, ça peut servir vraiment à une chose, que moi je me mets de plus en plus à distance des réseaux sociaux, que je trouve très très abrutissant, très pénible, très toxique d'une certaine façon. Mais en revanche, lorsque ça sert une sorte de communisme des idées, de communisme des causes, pas au sens politicien du terme, là effectivement c'est très utile. Il faut faire une caisse de résonance autant qu'il est possible de le faire. Les Iraniens n'avaient que ce moyen. Nous sommes alertés de la révolution en Iran et en tout cas des manifestations grâce à leur stratégie Internet. C'est excellent.
exceptionnel. Mais n'empêche que cet homme va mourir. C'est définitif. Bien sûr, il n'y aura pas de sursis. Oui, voilà, il n'y aura aucun sursis à son exécution. Et de toute façon, il fera comme beaucoup de ces jeunes qui ont été condamnés à mort. Il se débrouillera pour faire une vidéo de témoignages qui circulera dans le monde entier, dans laquelle il dira, comme le jeune homme il y a quelques mois, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de mourir, je suis pour la liberté, etc. C'est-à-dire que utiliser tout son être, en fait, jusqu'à la dernière seconde, de la dernière minute, de la dernière seconde, de la dernière milliardième seconde, pour son combat, c'est grandiose. Bien sûr, et il faut relire aussi ce texte de Hugo, vous savez, Dernier jour d'un condamné, qui est un petit texte très accessible et qui est assez exceptionnel sur cette thématique, effectivement. Françoise de Gois, vous nous parlez de l'affaire Kenji Girac. Oui, alors moi je n'écoute pas du tout Kenji Girac, j'écoute comme ça dans la voiture mais je suis très touchée par ce jeune homme en fait. Alors il y a tout ce qu'on apprend, effectivement, son mal-être profond, ce qui s'est passé dans cette caravane, vraiment c'est son engueulade avec son épouse, le fait qu'il est addicté à la cocaïne, le fait qu'il boit beaucoup, le fait qu'il a des pensées noires parce que apparemment il avait déjà menacé de se suicider dans ses relations de couple, en sachant que ce qu'avait expliqué le procureur m'a beaucoup frappé. Je l'ignorais, pourtant j'ai beaucoup lu là-dessus, mais j'ignorais que par exemple le suicide est le tabou majeur absolu dans la communauté des gens du voyage. La communauté gitane, le suicide est un tabou absolu, c'est absolument incroyable. Vous l'apprenez. Moi, pourtant on a tous regardé Peaky Blinders et à la fin il se suicide sans se suicider, mais c'est parce que c'est un geste absolument interdit. Et je suis touchée par Kenji Girac parce que ce jeune homme continue à vivre dans sa roulotte, même s'il avait acheté une jolie maison à Périgueux. Il ne lâchait jamais ses racines. C'est l'histoire quand même d'un jeune homme qui s'extrait de son monde d'une façon assez exceptionnelle. Je rappelle au passage que Charlie Chaplin, par exemple, était gitan et a réussi à s'extraire de son monde pour devenir le génie qu'il est. Il en a toujours gardé une forme de malaise et de mal-être. Alors, je ne compare pas Kenji Girac à Charlie Chaplin, pas du tout. Mais je veux dire par là que il me touche profondément tant je vois. Je l'avais rencontré une fois, je l'avais croisé comme ça en passant sur un plateau télé. Il émanait de la gentillesse. Il émane de la gentillesse, une vraie simplicité, quelque chose, une volonté de générosité. Et je suis très touchée par sa fragilité. Voilà. Je tenais à le dire parce qu'il y a évidemment le fait divers, mais il y a lui. Est-ce qu'il pourra rechanter un jour? J'en sais rien. Philippe Bilger. Alors, en dehors du fait que, évidemment, il a dû être infiniment mal pour simuler un suicide, je le connais très peu. Franchement, j'ai juste écouté un duo avec Maître Gims, d'ailleurs de très bonne qualité artistique. Mais moi, ce que effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant. J'en ai parlé un petit peu avant, effectivement, avec Françoise. Je ne connaissais pas autant d'éléments sur les contextes de ce qui s'est passé. Mais ce que je trouve intéressant, sans vouloir faire le sociologue de service, c'est que c'est vraiment un transfuge de classe. C'est un transfuge de classe au sens fort du terme, avec toute la dimension de souffrance que ça peut évidemment comporter. C'est tout à fait ça, je cherchais l'expression juste, c'est la bonne. Transfuge de classe, exactement. Top Conan, on va marquer une petite pause. Vous allez nous faire votre tour de table tout à l'heure. Vous allez nous parler de quoi? Je parlais des musulmans dont certains veulent quitter la France parce qu'ils se sentent discriminés et parce qu'ils le sont. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct dans Les Vraies Voix. On parle série. Et vous, quelle est votre série préférée? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est la suite du tour de l'actu des Vraies Voix avec vous, Tom Conan. Vous allez nous parler d'un article du Monde. Oui, alors c'est un article du Monde qui fait référence à un livre qui sort demain, donc vendredi 26 avril, qui est coécrit par Julien Talpin, Olivier Estève et Alice Picard, qui s'appelle, ce titre va quand même vous faire marrer, je pense un peu, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Donc je pense que c'est quand même une référence à Sarkozy il y a quelques années. Donc en fait, ce qui est intéressant, et ça met en perspective un phénomène qui lui est tout à fait réel et qui n'est pas drôle du tout, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de musulmans qui, alors évidemment les chiffres sont pas évidents à vérifier, qui partiraient chaque année depuis un certain temps, alors qu'ils sont bien installés en France. Donc on parle pas de personnes qui sont des migrants par exemple et qui iraient dans un autre pays à l'issue d'un processus de choix, je ne sais quoi, ou d'une recherche d'emploi. Donc c'est des gens qui sont banquiers, parfois fonctionnaires,
fonctionnaires, professeurs, donc des gens qui ont parfois un statut, etc. Donc qui sont pas forcément dans des classes inférieures, en tout cas d'un point de vue social, mais qui se sentent assignés, qui se sentent un petit peu bloqués dans leur situation professionnelle, ou qui jugent l'atmosphère parfois suffocante, c'est les expressions qui sont employées, et donc qui s'expatrient. Ils s'expatrient alors que, encore une fois, ils ont des diplômes, ils ont des compétences théoriquement qui leur permettraient d'avoir l'emploi qui correspond à leurs compétences. Alors évidemment, c'est pas les seules catégories qui peuvent se sentir discriminées. On peut se sentir discriminé pour plein de raisons, mais ce qui est assez frappant, c'est que là, il y a quand même un phénomène assez massif, qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de musulmans par an, c'est quand même pas rien du tout. Et surtout, cette espèce de climat, un climat global qui leur semble, qui est ressenti en tout cas comme défavorable. Alors après, à chacun de juger. Je pense que plusieurs minorités peuvent se sentir effectivement en situation de crainte et donc avoir éventuellement envie d'aller ailleurs, mais là tout de même ça me semblait quand même important d'être souligné. Donc c'est vraiment une enquête, c'est des personnes qui sont pas des essayistes du dimanche, ce sont des chercheurs au CNRS, donc qui ont appuyé vraiment leur thèse par des données empiriques, par des données de terrain et des données chiffrées en particulier. C'est évidemment encore une fois difficile d'avoir accès directement pour connaître l'ampleur de ce phénomène, mais je trouvais que c'était quand même vraiment criant. Alors alors certains vont à Dubaï, certains vont en Angleterre, certains vont aux États-Unis, certains vont dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne, en Suisse également. Donc c'est pas forcément des pays qui seraient forcément moins exigeants en termes de diplôme, mais plutôt plus exigeants, ou en tout cas autant que la France. Et voilà, donc c'est quand même il y a quand même un vrai biais, parce qu'évidemment on peut regarder la situation ex post, si vous voulez, c'est-à-dire après, une fois que les gens sont en poste, mais ex ante comme on dit, c'est-à-dire pour les processus de sélection, le problème qui est repéré par ces chercheurs-là dans ce texte, c'est que justement ils se rendent compte qu'ils sont pas convoqués autant que dans d'autres pays. Il y a un exemple qui est donné notamment d'un ingénieur qui a été quasiment convoqué à aucun entretien d'embauche, et qui l'a été 2-3 fois dès qu'il est arrivé en Suisse, je crois, pour postuler à des jobs similaires. Donc voilà, c'est très intéressant. Je conseille vraiment les gens de se pencher sur ce texte et sur cette étude. Très bien. J'avais cru comprendre, Tom, que c'était des privilégiés, j'allais dire musulmans, qui ne pâtissaient pas eux-mêmes de ce qu'ils appellent une discrimination. Et ils partent tout de même. Oui, c'est-à-dire que la question effectivement de la discrimination est beaucoup plus globale, mais en réalité ces personnages, je pense, se sentent sous-estimés, sous-évalués, en tout cas par rapport à leurs compétences réelles. Donc après il y a plusieurs explications possibles. On peut dire oui, finalement la France ne donne pas assez d'opportunités à l'ensemble de sa population, ce qui effectivement est sans doute une question aussi. Il y a beaucoup de gens qui exercent des emplois qui sont pas du tout à la hauteur de leur qualification, mais ces personnes-là ont une plaie supplémentaire, si j'ose dire, qui est la question de la discrimination, ou du sentiment en tout cas d'être exclu, de ne pas être suffisamment mis en valeur, etc. Moi je suis très critique avec cet article que j'ai lu et avec ce livre. Pourtant je devrais me tenir aux côtés de Tom, mais je n'aime pas ce papier. Je vais vous dire pourquoi je l'aime pas. Parce que on peut pas décréter au doigt mouillé qu'il y a des dizaines de milliers, parce que le monde parle de dizaines de milliers. Je voudrais savoir comment on a compté ce genre de chiffres. Dizaines de milliers, vous vous rendez compte ce que ça signifie? C'est quasiment l'exode en fait. Tous les ans ce serait l'exode. Ça me paraît aussi délirant, si vous voulez, que tous les papiers qu'il y a eu sur les Juifs quittent la France, etc., ce qui n'est pas vrai. En réalité, c'est une toute petite poignée qui fait son aliyah et qui bien souvent revient, parce que c'est très compliqué, pour l'avoir vécu, de vivre en Israël. C'est pas simplement Frishman Beach, Tel Aviv et l'été. D'accord ? Donc, moi, ce papier, il m'a gêné, parce qu'il entretient l'idée que ce pays est islamophobe et qui pratique un racisme d'État, ce qui n'est pas vrai. Je le redis, il y a des propos islamophobes. Il y a bien sûr tout un courant qui va de la droite conservatrice à l'extrême droite, qui déteste les musulmans sans dire le nom, c'est tellement évident. Mais ce pays n'est pas que ça. Ça, c'est le premier point. Voilà. Et puis ensuite, les états d'âme de banquiers, de professeurs et de CSP+, qui sont tellement malheureux, qui partent à Dubaï, si vous voulez, ça me fait une belle jambe, parce que la vérité, c'est que l'ascenseur social, il n'est pas cassé pour eux. S'il y a un ascenseur social qui est cassé, il est cassé pour les musulmans qui vivent dans les quartiers, qui rament, qui ont des bourses pour étudier, etc. Et donc ça, c'est le premier point. Il entretient un climat qui, pour moi, est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'islamophobie en France. Ça, c'est, en tout cas, de la part du peuple français. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'idée que la France serait ce pays tellement affreux. Bien sûr qu'il y a un racisme d'ambiance. Bien sûr que, et je le redis,
idéologique qui est entretenu par tout un courant de pensée que nous connaissons, vous et moi. Mais ce papier, à mon avis, ne sert pas la cause qu'il prétend défendre. Moi, je trouve que c'est pas du tout un racisme d'État qui est mis en cause, en l'occurrence, dans le livre, même si effectivement, ça peut le suggérer, je suis d'accord avec ce que dit Françoise, mais c'est pas un racisme d'État, parce que là, c'est essentiellement arrêté au niveau des personnes qui recrutent, donc des recruteurs. Donc, quand même, l'essentiel en France, c'est quand même les entreprises privées. Donc, en réalité, c'est un phénomène qui est aussi culturel. C'est un phénomène culturel. Le nombre de cadres dirigeants qui sont blacks, qui ont qui sont musulmans, d'origine musulmane. Sûr, mais c'est incroyable quand même. Moi, je vis entre la France et l'Italie. Va voir en Italie si tu peux même trouver un avocat qui est black et qui s'appelle Boubacar. Non, pas du tout. La France, c'est un pays, moi j'en ai un peu marre, que ce soit à gauche ou à droite, que d'une certaine manière, tous se rejoignent pour dire que on a tout mal fait en France. Ce pays, il s'est intégré quand même. On a des générations entières de dirigeants qui sont tous issus de l'immigration. Donc ces papiers m'énervent, voilà, j'ai envie de te dire, parce que c'est des papiers idéologiques en fait. Voilà, Tom Conan, vous voyez, vous avez mis, je suis de gauche, vous avez mis mais pas cette gauche-là. Je peux plus répondre, écoute, j'ai plus le temps de répondre. Comme ça, vas-y, réponds. Bon, allez, restez avec nous, chers amis. Vous allez pouvoir reprendre la parole, Françoise, dans quelques instants, puisque Emmanuel Macron a tenu donc aujourd'hui. Vous l'avez bien aimé d'ailleurs, vous m'avez dit, vous nous direz pourquoi, un discours sur l'Europe plus souveraine et plus puissante, une séquence qui apparaît comme une entrée en campagne à 6 semaines des élections européennes. Alors parlons vrai, Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Est-ce que vous êtes euro-enthousiaste ou euro-sceptique? Est-ce que vous souhaitez un référendum sur l'Europe? Et à cette question, pensez-vous que l'Europe est en danger de mort comme l'estime Emmanuel Macron? Vous dites non à 62%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité sera Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public, et surtout il est signataire d'un appel pour le référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne paru dans le Figaro il y a quelques jours. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Très rapidement, est-ce que vous craignez tout simplement la mort de l'Europe, comme en a peur le président? Non, d'abord parce que l'Europe, c'est pas que l'Union européenne, c'est un continent et une civilisation, et ensuite parce que aujourd'hui, vous n'avez pas de danger sur la structure de l'Union européenne en tant que telle. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Allez, merci de nous rejoindre en direct, toujours avec nos vraies voix. Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan. Je vous dis Canon. Donc Canon, c'était une série télévisée américaine il y a fort longtemps. Non, on parlait de séries, c'est pour ça. Vous parlez des vieilles séries. Je ne suis pas une imprimante. Pourtant, excusez-moi, vous imprimez. Non mais pourtant, je vais vous le dire, vous êtes canon. C'est vrai. Ouh là 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 là. Alors la première fois qu'on fait une avance non, excusez-moi, ce n'était pas une avance, c'était juste un jeu de mots. N'allons pas trop vite, on peut. Philippe est devenu moderne. Vous êtes quand même très photogénique pour un Canon. C'est bon, très bon. Je ne suis pas au niveau de Philippe David qui surperforme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as mangé le midi, mais vraiment t'es très bon. Je crois qu'il a déjeuné avec Philippe Bilger. Il a été largement inspiré à midi. Ça suffit. Le coup de projecteur des vraies voix tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Le président de la République n'est pas cohérent entre ce qu'il vend dans ses promesses aux Français et ce qu'il a fait concrètement au Parlement européen avec ses élus. Regardez ce qu'ont voté ces députés au Parlement européen. C'est l'Europe des lobbies, c'est l'Europe au service des marchés financiers, c'est l'Europe de l'austérité. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous. Alors, pour éviter la mort, le chef de l'État en appelle à bâtir une défense européenne crédible, à réviser la politique commerciale face au protectionnisme américain ou chinois. Il souhaite aussi un choc d'investissement commun, Philippe. Alors, parlons vrai. Pensez-vous que l'Europe est en danger de mort comme l'estime Emmanuel Macron? Vous dites non à 62%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Benjamin Morel nous accompagne, politologue, maître de conférences en droit public, signataire, on le rappelle, d'un appel pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne paru dans le Figaro. Philippe Bilger, vous l'avez suivi ce long je serais d'autant plus pertinent sur le discours d'Emmanuel Macron que je n'ai pas pu l'entendre objectivement. Il fallait 1h50. Pour être totalement honnête. Mais depuis que nous sommes revenus et d'après ce que j'entends, je note tout de même, au risque d'apparaître superficiel, qu'il a créé une atmosphère
de dramatisation qui est de bonne guerre, puisqu'il s'agit de montrer à quel point l'Europe est un enjeu capital et qu'il a besoin de permettre à Valérie Hayet de rattraper son retard. Enfin, de le combler. Deuxième élément, j'ai l'impression que, et je le dois à une conversation intéressante que j'ai eue avant le débat lui-même, il reste dans le domaine du futur et de l'optatif. Tout de même, on est plus dans ce qu'il veut faire, ce qu'il faudrait faire, plus que dans une réalité, évidemment, qui ne correspond pas à l'Europe d'aujourd'hui. Et dernier élément, dans le résumé qui a été fait tout à l'heure, je suis frappé de voir à quel point il semble avoir pris en compte un certain nombre de critiques considérables qu'on a faites contre l'Union européenne et la bureaucratie, le manque d'industrialisation. Donc, il me paraît avoir adopté sur l'Europe un point de vue beaucoup plus pragmatique, et peut-être que c'est sa force. Françoise Degois. Moi, je l'ai regardé, je l'ai écouté pendant 1h45. Écoutez, j'ai trouvé d'abord que c'était un discours, je suis obligé de reconnaître, de très bonne facture. Et si Emmanuel Macron a une passion, à l'évidence, c'est la passion européenne. On peut pas, quitte à aller même dans des détails complètement fous. Après, Benjamin, je ne vais pas être d'accord avec lui parce que je pense qu'effectivement, l'Europe peut mourir, pas au sens physique du terme, mais moralement, parce que bien sûr que l'Europe est attaquée, elle est attaquée par les nationalismes, elle est traversée par un malaise identitaire qui me paraît de plus en plus prégnant et de plus en plus flagrant, une angoisse, une idée générale que c'était mieux avant. C'est pas simplement une partie de la classe politique française qui porte ça, c'est l'ensemble de l'Europe. On le voit en Italie, on le voit en Espagne. Donc je pense que nos valeurs, en tout cas celles que nous portons, de liberté, vraiment, et de démocratie, sont très sérieusement mises en danger. En ce sens-là, il a peut-être raison. Par ailleurs, je pense qu'on pourra démonter tout le discours d'Emmanuel Macron, et c'est vrai, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Généralement, c'est un grand écart inimaginable, notamment sur l'écologie, sur l'industrialisation, etc., sur le viol, reconnaissance dans la définition du viol européen. Mais il y a une chose qui est certaine. Emmanuel Macron, il a un objectif intime. Il le dira pas parce que c'est de passer au moins la barre des 20% symbolique, d'être à moins de 10% de retard sur la Rassemblement national. Déjà, s'il arrive à réparer ça, et de mettre le plus grand écart possible entre lui et Raphaël Glucksmann pour la gauche. Voilà, c'est ça son objectif. Si on regarde son objectif aujourd'hui, si vous êtes un macroniste un peu chafouin de gauche parce qu'en gros il vous fait honte et que vous ne pouvez plus le supporter, non mais vous écoutez ce discours, et vous revenez un peu au bercail. Voilà. Et entre 17 points et 20... Il y a 3%, il peut les gagner. Et tout de suite, Benjamin Morel. Moi, quelque chose qui m'a toujours frappé dans la construction européenne, et aujourd'hui, je pense qu'elle en souffre, c'est le fait qu'elle n'est pas saisissable, parce qu'elle n'est pas assez concrète, c'est-à-dire qu'on est dans un registre, effectivement, législatif, il y a beaucoup de droits et de libertés, et d'ailleurs, c'est très heureux, qui sont protégés par l'Union européenne, ensuite par la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Mais, par exemple, il y a un gros manque, on le sait, dans le registre économique. Il y a une politique monétaire, mais ça, l'Australie européenne est indépendante, mais il n'y a pas, comme vous le savez, de ministère de l'économie européen. Il y a des politiques économiques, mais qui sont sectorielles, mais qui ne sont pas globales. C'est normal. Oui, heureusement qu'il y a une souveraineté nationale. Moi, je pense que c'est justement ça a été proposé il y a plusieurs années par plusieurs candidats, il me semble aussi par Ségolène Royal, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Avec un ministère de l'économie européen pour qu'il y ait un budget et donc des projets européens et qui là puisse avoir un impact assez réel sur les gens, sur les concitoyens. Benjamin Morel, question cash. Vous allez répondre vraie voix. Emmanuel Macron, fédéraliste ou pas, après ce discours ? Moins qu'après le premier discours de la Sorbonne, qui était probablement plus fédéraliste sur le fond. Là, on a une forme de discours qui est en fait assez difficile à situer. On est à la fois dans le bilan de ce qui est son bilan en tant que chef de l'État dans le cadre européen. On a également des perspectives, mais qui restent relativement très floues. En effet, il y a quelques propositions. Mais ces propositions sont souvent quand même soit très techniques. En tout cas, je vois mal comment est-ce qu'elles pourront permettre de relancer la campagne de Valérie Hayet, soit un peu des incantations, avec des choses qui sont en effet dans le débat public depuis très très longtemps et qui peuvent avoir du sens, mais dont on voit bien déjà les vétos qui se dessinent à Rome, à Berlin, etc.
Donc, on a un discours très long et on a un discours dont le fond risque de ne pas vraiment imprimer. Je suis pas sûr qu'il permette de relancer un processus d'intégration au niveau européen. Je suis pas non plus sûr qu'il soit extrêmement utile dans cette campagne. La preuve en est, c'est que vos confrères sont tout de suite repassés à Kenji Girac. C'est vrai. Benjamin, il y en a aussi beaucoup qui ont critiqué l'innovation par rapport à 2017, qu'il a en fait répété ce qu'il a dit en 2017. C'était pourtant différent de 2017. Oui. Vous ne trouvez pas, Benjamin Morel, que dans ce discours que vous avez écouté, il prend en compte certaines des critiques fondamentales qu'on a faites à l'Europe telle que lui-même l'a voulu à une certaine époque, et qu'il y a là une forme de lucidité? Il y a une forme de lucidité, oui et non. C'est-à-dire que fondamentalement, prenez par exemple ce qu'il propose et qui est extrêmement intéressant, sur notamment la transformation de la mission de la Banque centrale. On a là quelque chose qui tourne dans le débat public depuis 20 ans, en réalité, depuis la création de l'euro. C'est pas une question nouvelle. Et donc, ce faisant, on est plutôt dans l'incantation. La question, ce que je vois venir, la question de l'inflation normative, c'est une vieille antienne, en réalité. Le problème, c'est que vous connaissez réellement le processus normatif européen. C'est pas quelque chose qui est tératologique, c'est quelque chose qui est inhérent. C'est parce que, justement, vous construisez des compromis et que ces compromis impliquent, justement, de rentrer parfois dans les détails pour, obtenir l'aval de certains États. Donc, on peut toujours être dans une forme d'incantation, mais la réalité, c'est que c'est inhérent et que c'est pas forcément mal d'ailleurs. C'est inhérent à la construction législative européenne. Derrière ce qui était visé dans la crise agricole, ce qu'on appelle la surtransposition, c'est pas la faute de l'Union là. Ce sont les États qui ensuite vont au-delà l'objectif des directives. Donc, vous voyez que là-dessus, on est quand même plutôt dans le slogan, on va dans le sens du vent, mais fondamentalement, c'est pas si. Je vous trouve, c'est très étonnant. On est à front renversé aujourd'hui parce que je vous trouve extrêmement critique. Moi, j'ai trouvé que c'était un discours très très bien charpenté, vraiment avec une vision sur les conflits commerciaux, la vision de la Chine, une vision que je ne partage pas du tout forcément. Moi, je pensais pas assez écologique. Je pense que c'est pas assez radical dans la critique et le changement du système. Mais si je me mets du point de vue d'Emmanuel Macron, quel discours doit-il faire pour relancer la campagne de Valérie Hayé? C'est d'abord de ramener les égarés vers lui. Et les égarés vers lui, c'est souvent des gens quand même qui sont européens, mais qui sont agacés. Donc, je trouve assez radical, Benjamin, quand vous dites il n'a servi à rien. Moi, je crois pas du tout que ça a servi à rien. Je pense que ce discours, il avait une double vocation, à vocation internationale, puisque je vous rappelle qu'il était retransmis dans plusieurs langues, notamment le polonais, et une vocation vers l'électorat d'Emmanuel Macron pour récupérer ces 20 précieux pourcents. Un mot court de Tom Conan et ensuite la conclusion à Benjamin Morel. Je dirais que ce qui est stratégique, c'est de développer l'idée d'un protectionnisme européen, parce qu'en fait, le protectionnisme européen, tout le monde à peu près est d'accord avec cette idée-là. Les gens franchement la Commission européenne. Non, mais en tout cas, tous les candidats. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant et qui d'ailleurs qui n'est pas du tout absurde d'un point de vue stratégique et économique aujourd'hui. Benjamin Morel pour répondre à Françoise Degois et Tom Conan. Alors, sur le protectionnisme européen, en effet, il y a un intérêt. Ce qu'il dit, en effet, sur la Chine et sur les États-Unis est très vrai. Le problème là-dessus s'appelle Berlin. Si aujourd'hui on négocie avec le Mercosur, c'est pour exporter des berlines allemandes. Et donc, l'Espagne aussi, c'est pas que Berlin, c'est Madrid aussi. Comme principe, je veux bien, mais voilà. Ensuite, le problème, c'est que là-dessus, nous sommes très isolés. Et donc, ça, depuis longtemps, c'est la position d'Emmanuel Macron depuis déjà de nombreuses années. L'autre aspect, sur l'aspect électoral, j'entends, mais aujourd'hui, quels sont les problèmes de la liste Hayé? C'est d'un côté une partie de l'électorat au centre-gauche qui s'est carapaté. Il s'est pas carapaté parce qu'Emmanuel Macron n'est pas assez européen. Il s'est carapaté à cause de la loi immigration, il s'est carapaté à cause de la nomination du gouvernement et au sentiment qu'il n'était pas considéré. Pas tant que ça, Benjamin. Quand vous regardez les ventilations, ça part pas directement chez Glucksmann, pas beaucoup en fait. On a un tiers de l'électorat de Macron 2022 qui n'est pas là. Donc une partie est partie chez Hiver et une partie également part dans l'abstention ou marginalement dans un vote Bellamy, pas parce qu'il n'est pas assez européen, parce qu'il considère que, il y a plus d'action et que ça ne fonctionne plus. Et donc, on a une tendance de cet électorat aujourd'hui à se replier dans une défiance. Mais le sujet européen n'est pas central en la matière. Donc, là-dessus, la liste Hayé paye un manque de leadership, c'est évident, une absence d'entrée en campagne assez précoce et, je dirais, une forme de vague à l'âme de la Macronie qui existe. Donc, depuis vous pensez que ça servira à rien, ce discours?
Moi, je crois pas. Moi, je pense que ça va ressouder les troupes. La séquence d'aujourd'hui, elle est gagnée par Kenji Girac, ce qui vous montre bien que fondamentalement... Et les Français se désintéressent de cette élection. Non, il n'y a qu'une chaîne qui est repassée sur Kenji Girac. Les deux autres sont restés sur une analyse Macron. Pardon. Excusez-moi de vous le dire. J'ai pas suivi la bonne. Voilà, c'est ça. Merci Benjamin Morel. Et on se retrouve dans quelques instants, mon cher Philippe, pour les vraies voix qui font rouler la France. Et on aura le bilan du Grand Prix SF Autotech où nous étions hier avec deux des grands vainqueurs avec nous qui ont des startups extraordinaires. Vous allez voir ça avec nous. Restez bien sur Sud Radio. Mais tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet et Stellan Cohen.